Bonsoir. Merci d'être venu à cette soirée Les Fils de Rimbaud, Rimbaud et sa postérité, avec cette introduction lapidaire, presque énigmatique, qu'avait proposé Pierre Michon, qui doute de l'existence d'Arthur Rimbaud, qui ne l'aime pas, qui n'a pas peur de lui. Alors, des Rimbaldiens, peut-être. Il y a donc ici, outre Pierre Michon, deux poètes, Jules Stéphane, Christian Prigent, et puis Jérôme Prieur, écrivain, réalisateur, et qui est notamment l'auteur avec Gérard Mordillat de ce film sur Artaud, puisqu'on peut considérer peut-être Artaud comme une forme de postérité de Rimbaud. Ce film, donc, sur Artaud le Momo, qui était un film d'entretien tout à fait remarquable avec ceux qui avaient connu, disons, les rescapés de l'aventure d'Artaud. Bon, Pierre Michon, peut-être deux ou trois mots sur la raison pour laquelle, même si, bien évidemment, ayant écrit un livre sur Rimbaud, il était comme naturel que tu choisisses d'en terminer avec l'aventure rimbaldienne ou la question des avant-gardes. Pourquoi as-tu proposé cette soirée Rimbaud ? J'ai proposé parce que j'ai écrit un livre sur Rimbaud qui n'a rien... Non, pas du tout parce que j'ai écrit un livre sur Rimbaud qui n'a fait qu'obscurcir le problème pour moi à mes propres yeux. Parce que Rimbaud, je pense pour beaucoup d'écrivains de langue française, c'est une découverte qui est plus que littéraire. C'est une découverte, je dirais, existentielle. Enfin, quand on a 18 ans, on rencontre et on ne s'en remet pas. Je vais lire une petite phrase de Claudel qui me semble bien, donner ce qu'est la rencontre sans doute de tous les gens qui sont autour de cette table avec Rimbaud. Il n'y a pas d'homme dont la mémoire me soit plus chère. D'autres écrivains ont été pour moi des éducateurs et des précepteurs, mais seul Rimbaud a été pour moi un révélateur, de sorte qu'il m'est impossible d'imaginer ce que j'aurais pu être sans la rencontre de ce prodigieux esprit. Et on a des profs, Victor Hugo hier soir par exemple, mais on a aussi cette rencontre, la rencontre d'un frère fulgurant. C'est ça Rimbaud. Encore un mot, oui, je voudrais dire encore un mot. J'ai dit hier soir que j'avais choisi Hugo parce que c'était le comble de quelque chose. On s'est passé le comble de l'emphase, de la rhétorique, de la phatrasie, du Saint-Frusquin. Et Rimbaud est également un comble, mais un comble, c'est comme de la littérature au carré. Et je vais lire à ce propos une phrase encore de Jules Stéphane qui me semble bien résumer l'affaire. La littérature courante est à la vraie ce que celle-ci est elle-même à celle de Rimbaud. Une sorte de... comme s'il y avait la littérature à tout va, puis ce qu'on appelle la littérature, et puis encore le carré de cette littérature qui serait ce que nous appelons Rimbaud. Est-ce que c'est la prose ? Est-ce que c'est la prose ? Est-ce que c'est, je veux dire, les écrits ? Est-ce que c'est les écrits et la vie ? Je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et oui, je voudrais dire aussi que je me suis avisé après coup, en regardant ce que j'avais choisi dans les textes, dans les soirées, que toutes ces soirées, en fait, tournaient autour du paganisme. Il y avait les dieux, d'abord, l'Arcadie, qui était une façon d'aborder le paganisme, Hugo, dont hier soir sur lequel j'ai insisté sur le côté païen du personnage, et ce soir, Rimbaud, étincelle d'or, je vécus étincelle d'or de la lumière nature. C'est vraiment le paganisme, une des dernières incarnations sans doute du paganisme, avec notre camarade Antonin Artaud, dont on parlera aussi ce soir. Voilà. Bon, de toute façon, tu reviendras sans doute sur Rimbaud comme
aussi comme modèle indépassable, comme ce à quoi une certaine forme d'écriture à laquelle peut-être tu tendais, c'est-à-dire quelque chose de totalement surplombant. On va écouter Christian Prigent qui avait envie de commencer par un petit extrait du texte de Pierre et après quelque chose qui t'est propre. Dans le livre de Pierre Michon dont on vient de parler, Rimbaud le fils, le premier chapitre, comme chacun sait, concerne les rapports d'Arthur avec sa mère, avec sa daronfe, et les difficultés qu'il éprouve avec cette personne. Je voulais juste lire un petit passage de ce texte, enfin du texte de Michon, s'il me l'autorise, avant d'enchaîner sur quelque chose d'autre dont je vous dirai un mot avant de commencer la lecture. Le texte de Michon, le petit passage que j'ai choisi, dit ceci. « Et le fils, sachant depuis toujours que les bouquets ni les mines, la cravate bien mise, le pantalon impeccable, l'air petit homme et la bouche en cerise, tous artifices filiaux à la mode de Hugo, ne suffisaient pas, ne marchaient pas, n'étaient pas reçus, broyés entre deux doigts noirs, tombaient dans le puits. Son fils avait trouvé une solution à la hauteur de sa solution à elle et bricolait pour cet incommensurable deuil des petits cadeaux incommensurables, des patenôtres de son cru, de grands morceaux de langue rimée qu'elle ne comprenait pas, mais sur quoi pencher peut-être sans pouvoir les lire, elle voyait quelque chose de disproportionné comme son puits et d'opiniâtre comme ses doigts, la marque d'une passion ravageuse ayant oublié sa cause et dépassé son effet, du pur amour sans effet. Voilà pour le passage de Pierre Michon. Cette histoire du rapport des poètes avec leur mère est une vieille question qui traverse peut-être l'histoire de la littérature, en tout cas l'histoire de la poésie, au moins depuis Hölderlin et en passant par le Baudelaire et Lautréamont. Voilà. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui est paru en 1996 chez Paul qui s'appelle « Une phrase pour ma mère ». Et j'ai choisi de lire un petit extrait de ce livre dans le rapport à ce que je viens de lire. Voilà, pour comprendre un petit peu l'opération, il faut savoir que dans ce livre, il y a un narrateur qui a quelques démêlés avec, non pas sa maman, mais plus généralement la figure maternelle. Et entre autres choses, parce que cette figure lui a écrit un jour la formule combinatoire suivante: « Il faut que tu écrives des poèmes que ta mère puisse comprendre ». Et voilà, c'est un passage donc où il répond à cette mère avec l'intention de lui expliquer un petit peu sa vocation littéraire, en tout cas ce qu'il entend, lui, par littérature. Je lui dis qu'un ange, car l'ange fait bien en littérature, un ange genre PTT, en casquette réglo, avec une pointe bique derrière l'oreillette, les ailes bien pliées pour l'incognito dans sa boîte en cuir, et passer un soir en vélocipède, me dire ce message adressé à moi personnellement par les empirés de littérature. Tu diras au monde et aux mères grosses du monde, aux mères maisonneuses, aux mères armuyères, aux mères infirmières, aux mères qui ont fait qu'on habite la chair ici-bas sur terre comme les autres viandes, mais avec des mots, aux mères de nos nerfs, aux mères de notre air de vaquer aux choses affectées de noms. Tu déclareras, éloquent, gracieux, quoique un peu patraque dans ton palichon de torché de peau, avec un bouton enflammiféré, du luisant au pif, un vermillonné sué sur les pommettes, un grain de non-beauté comme mouche cachou à merder, une toux hystérique, une propension dans l'élocution aux fatigues chroniques, un dépôt glottique de renaclement à l'incipit et à l'exit des vifs incidents nommés existence, un déficit dans l'explicite, un embarras généralisé des choix. Tu suggéreras,
en termes choisis, sur filage léger de philosophie, excipé de jus, sucré théorie, que c'est pas le monde que l'écrit décrit. Mais quoi? Seulement ce mais peut-être. Et encore, oui da, mais encore, mais la vérité, t'oseras ce mot, quoique très trop gros, quoique sentant fort, quoique fendillé d'obscène sur les bords, quoique générant soi-même une raideur, un air cul, donc du reculé, récuré, mais illico-freiné, avec une pudeur, un lâcher d'odeur, mi-trouille, mi-berne de quenouille, avancé masqué, larvé chenillé, suivi d'un rictus de dénonciation, derrière tes plumes d'annonciation, une grimace fugace devant tant d'audace, du rouge clown au nez et un fin sourire d'ironicité, l'œil lividisé par un concentré de fanatisé, lavé, la verrue, le raté, le véri raté, l'arrivée tété, le rivet a dû dériver, quand même, oui, la vérité de ce qu'est le monde, pour qui fait son bruit en façon d'écrit. Tu dessineras l'énervant dessin d'une manière de manque. Tu informeras la forme sans forme d'un besoin pressant. Comment dire ça mieux? Tu diras qu'écrire, ce n'est pas venir adorer le monde, ni même le faire voir visible en sa gloire. Encore moins ouvrir ses petits cadeaux au pied du sapin des natalités. Tu diras qu'écrire, c'est toucher au trou qui fait qu'on y manque au monde, qu'on le manque, et que c'est ce trou qui a fait qu'on parle. Ou, autre façon de proposition, que du fait qu'on parle, on ouvre le trou entre lui et nous, et qu'écrire, ça creuse un peu plus le trou du trou. C'est tout. Que tu viens surtout courir à cette perte, noter une esquive rétive du donné, disposer les choses dans une distance parose, partager le manque, préférer à fond l'insatisfaction, te priver du don, n'être plus d'ici où on t'a naquis, dévêtir ton nom, abjurer l'allure où on mit ton pas, n'être pas, renaître, y naître en tout nu dans l'évanoui, dégoiser ton toit des choses que tu jettes dans la langue fuie, montrer à quiconque, c'est-à-dire à peu, voire quasi à nul, ce retrait comique dans l'obscurité musie murmurée que tu fais fumer pour que tout échappe de ce que tu vis, su, fut et vécu, à portée de cul, à distance de vue, à bouche d'habitu, dans le rond du su, gravité phrasée, dans ce que tu lus, qui faisait danser le monde en tutu, bien planté pointu sur des planches lisibles, bien illuminé sous les lampions d'avant l'exprimation, car moi, diras-tu, à qui que ce soit, d'abord à toi-même, de chemise à cul ou vice-versa, moi, dans cette phrase offerte à ma mère, dont voyez plus haut la définition, ou fumigénant un embrun brumeux sur les choses parées en costume de choses, moi, dans mon scaphandre d'air artificiel, dans le fond de l'air évincé du monde, dont voir ci-dessus l'approximation, moi, d'icelle fait, de cette phrase en gomme, c'est-à-dire défait, refait, imparfait, moi, vois, je m'offre à toi, à qui? À nul, à tous, aux zéros, à tous les héros en viande de libido, à tous les bibis imbibés d'ici comme d'un alibi, à tous les égaux dans leur dodo d'inappétit, à tout comme ça va. Moi, un tel qu'en moi, ou hors, donc partout, absent de soi par tous les trous, piqué shoot de tripes à distance de tripes, moi d'éther niqué, cuité d'éternité, ou seulement un peu éternué dans l'exténué, nué, beaucoup quand même, d'auto-hué, moi ininchangé de tartiner d'éternité, moi le mastiqué par moi en personne, moi le danseur nul sur rien comme piste qu'un dico d'écho anime qu'on écoute, moi comme sous de moi tout neuf ahuri, sorti d'un autre œuf quand je fais mon bœuf, teuf, 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 moi écriturin des ratures de moi, je m'avance vidé de la perte du monde qu'on voit plus beaucoup là-bas dans le fond de dépression où tonitrume et Rodemont d'imprécises expressions. Moi, ici pressant, je t'offre ce deuil. Je ne veux de toi que perplexité,
comme cadeau retour. Je veux que tu jouisses en perplexité. J'attends que tu sentes en toi l'insensé qui fait son trépider de dépité, car je vous l'ai dit, allez et répondez cette vérité. Le monde fait l'effet que le lit vous fait, quand on touche rien que le trou que font derrière les textures, les matières sans nom, qu'en parlant on jette dans un lieu d'absence. C'est pas le silence, c'est le musiqué compliqué du loin, la portée d'obscur dont on se nourrit quand on s'est coupé des choses en parlant, l'imbitable brume de l'indubitable, indubitable parce qu'imbitable, imbitable car indubitable. Merci. Pierre, on pourrait peut-être évoquer cette question de la mer qui effectivement est au début de ce livre que tu as écrit sur Rimbaud, où la question qui se pose d'entrée de jeu, c'est qu'est-ce qui écrit en Rimbaud ? Et est-ce que c'est le père absent ? Est-ce que c'est la mère ? Cette mère si bon, Carabosse, hein, oui. Tu l'as dépeint comme ça. Et il y a ces deux lignes qui sont tout à fait... qui témoignent en tout cas de la direction que prend ta réflexion à l'entrée de ce livre. On peut penser que l'alexandrin séculaire fut prodigieusement exalté, puis détruit sans retour vers 1872 par une femme triste qui grattait, cognait et délirait dans un enfant. Oui, la question de la mer, comme disait Prigent, est première pour tous les écrivains. Pour moi, comme pour Prigent, beaucoup en tout cas. Et je me dis quand même que pour quelqu'un de très jeune comme Rimbaud, ce qui essaye de se faire voix quand il écrit, même quand il pense, c'est à la fois l'exaltation de la mer, la destruction de la mer et la voix plaintive de la mer. La voix plaintive de la mer à intégrer tout en la sabordant. On le sent bien dans la lecture de Prigent de son propre texte. La mer voudrait faire danser le monde en tutu et le poète aussi. Mais cette mer qu'il a intégrée, qui veut faire danser le monde en tutu, il se révolte contre eux en même temps, dans le même mouvement. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'était la question ? Oui, c'était ça. C'était la présence de la mer qui écrit. Oui, non, je voulais dire autre chose. C'est que oui, si c'est sa mère qui écrit à l'intérieur de lui, il a raté son coup. Et c'est bien pour ça, peut-être aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il s'est arrêté. Il aurait dû intégrer la mère, mais la digérer. Et j'ai l'impression qu'il ne l'a pas digérée. Un de tes ennemis, je ne sais pas, Philippe Solers dit, il faut ingérer la mer. Il faut l'ingérer, et après on écrit avec la mer à l'intérieur, mais bien tranquille. Alors que celle de Rimbaud, je crois, ne s'est jamais tue à l'intérieur, elle a continué à trépigner. Il n'a pas pu s'en défaire. Je peux poser une question à Pierre Michon. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il avait, ce qu'on a oublié complètement, un fort respect pour sa mère en même temps ? Très fort. On oublie toujours ça. Oui. La très mère fort. Rimbaud, d'accord, mais c'est une formule de respect en même temps. La phallique d'Aronf, dit Prigent. Oui, c'est vrai qu'il avait pour elle il l'aimait. Je crois qu'il l'aimait. Non seulement il la respectait, mais il l'aimait. C'est bien ce qui fait son impossibilité. Un de ces nœuds d'aporie interne qui sont irrésolubles. C'est-à-dire que moi, je pense, au contraire de Prigent, qu'il y a aussi le monde en tutu dans Rimbaud. Il n'y a pas seulement le trou. Il y a aussi le monde en tutu.
Oui, moi je pense ça aussi. Sauf que quand on parle de la question du rapport à la mer, il faut toujours prendre des précautions parce que le rapport à la mer, dans le cas de Rimbaud, comme dans le cas de Hölderlin, comme dans le cas de Baudelaire, comme dans le cas de Lautréamont, comme dans bien d'autres cas, est toujours quelque chose qui met en jeu bien évidemment le rapport à la mer biologique, enfin le rapport amoureux, affectueux, sensuel, analytique, même à cette mère-là, enfin à celle qui vous a mis au monde, mais se superpose et s'entrecroise constamment à cela le rapport à la mère comme incarnant la langue maternelle, enfin le rapport à la langue en tant qu'on l'a dit maternelle. Oui. Hein, bon, et quand Rimbaud s'inaugure d'une certaine manière par le fameux poème des poètes de 7 ans, et poème qui à peine 2 vers, 3 vers posés, montre le futur poète tirant la langue à sa mère. Bon, bien sûr, il y a ce geste de provocation effrontée du sale gosse, quoi, disons, à la mère réelle qui passe et qui lui propose cette fameuse Bible à la tranche Verchou. Mais il y a aussi un autre sens qui se dessine, qui est aussi le sens, bon, qu'est-ce que je fais, moi, qui vais m'inaugurer comme poète, sinon justement tirer sur cette langue dont, par laquelle à la fois je suis fasciné. C'est pour cela que le monde aussi, effectivement, danse dans le tutu de cette langue fascinante tout au long de la carrière de Rimbaud, ça c'est clair. Bon. Mais en même temps, qui me fait horreur et dont je sais que jamais je ne pourrais dire quelque chose de la manière dont réellement le monde m'affecte si je ne fais pas quelque chose pour la distordre, pour la détruire d'une certaine manière, pour la tordre en tout cas, et pour qu'une autre langue, dans les interstices de cette torsion, apparaisse, qui soit ma langue, enfin la fameuse langue que Rimbaud dit tout le temps avoir cherché à trouver. Dans l'après-Rimbaud, il a beaucoup écrit à sa mère, avec cette formule, ainsi qu'à sa sœur, « chers amis », c'était extraordinaire. Il était resté proche d'elle. Donc il y a la mère Rimbaud figurée dans le texte, mais il y a l'autre mère qui est restée telle et avec laquelle il ne s'est pas fâché. Oui. Jude Stéphan, dans ce livre que vous avez publié, qui s'appelle Xénie, qui a été publié chez Gallimard et dans lequel sont repris plusieurs entretiens, il y a cet entretien sur Rimbaud, où se pose la question non pas là de la mère, mais la question de la réévaluation ou de la sous-évaluation de Rimbaud aujourd'hui, ou de la difficulté d'en parler comme s'il résistait à tout l'appareil théorique qui avait été mis en place dans les années 80, 70, et de la question de l'interprétation du silence ou même de la figure de Rimbaud. Vous dites que Rimbaud n'est pas une étape, une borne sur le chemin de la poésie, mais un signal d'abîme. Oui, c'est Méchonnet qui avait dit malencontreusement ça, que c'était une borne. C'est un signal de quelque chose, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est vous ? Un signal d'abîme, oui, bien sûr. Question. Mais peut-être que vous évoquiez ce Rimbaud que vous voyez davantage comme un écrivain qui a tendu vers le nul. Oui, un terme. Un terme. Oui. C'est pour ça que c'est difficile, sauf Michon ou Préjean, d'avoir écrit après lui. C'est impossible. C'est pour ça que j'ai oublié d'apporter des textes, parce que ça ferait débile après Rimbaud. Donc, si vous me permettez, j'avais mal lu sans doute le prospectus, c'était Les Fils de Rimbaud. Vous l'aviez bien lu. Non. Forcément, il n'y en a pas beaucoup, alors j'en ai trouvé quand même, mais pas en littérature, parce qu'en littérature, comment écrire après Rimbaud ? Michon et Préjean, ils écrivent après lui, un peu comme lui, par une grande énergie, une grande force. Mais si on regarde l'histoire littéraire, ce que j'ai fait sans doute bêtement et professoralement,
Je crois qu'il y a eu Artaud après lui. C'est le seul qui s'est implanté des verrues, comme l'a dit Rimbaud, et qui a été jusqu'au bout, jusqu'à la folie. À mon avis, il y a Jean-Pierre Dupré, qui est un grand poète post-surréaliste. On peut parler de Rimbaud à son propos. Et Gilbert Lecomte aussi, qui est un peu négligé, mais qui est un rébaldien, comme Prével aussi, que vous connaissez, ou Provel. Bon. Et si je peux me permettre 2 anecdotes personnelles, quelles sont les fois où j'ai retrouvé Rimbaud en lisant quelqu'un ou en voyant quelque chose? L'ami de bataille, vous savez, l'or, quand je l'ai lu, là c'était Rimbaud. Hein. Je me rappelle, j'ai écrit quelque chose. Rimbaud est là revenu. Pour reprendre le terme de Pierre Michon, une païenne complète, mais avec un style extraordinaire, et puis une vulgarité, mais complètement positive, si je me permets de la citer. Aux chiottes, les sommets, on disait ça à Bataille pour qu'ils comprennent. Ah, quoi que... Et puis alors, chez les Américains, il y aura la Beat Generation, ça c'est sûr, eux, ils ont été très marqués. Kerouac a repris. Mais ce qui m'a intéressé, c'est plutôt de voir ailleurs, parce qu'après Rimbaud, il n'y a rien. Après Mallarmé, il y a beaucoup d'épigones. Hein. Mais il n'y a pas d'épigones de Rimbaud, c'est pas possible. Donc moi, je pense qu'on peut le retrouver. La seconde sensation que j'ai eue de Rimbaud, c'est en voyant le film de Carax, Mauvais sang, qui est d'ailleurs un titre de Rimbaud, avec un acteur extraordinaire, Denis Lavant. Ça, c'est un rabaldien. Et si vous n'avez pas vu ce film-là, il faudrait pouvoir le revoir. Ou alors en peinture, je crois Basquiat, il va faire penser à Rimbaud, vous savez, par sa violence de graffiti. Puis alors, il faudrait chercher en musique, où je suis beaucoup moins compétent. Je pense que Patti Smith voulait Rimbaud, elle l'a dit, elle, ou Jimi Hendrix. Et alors, pour terminer sur le cinéma, après Carax, il me semble que Fassbinder et Pasolini, c'est des rébaldiens purs. Un problème de la mer chez Pasolini aussi. Oui, Pasolini. Donc ça serait pour moi les fils de Rimbaud. Il faudrait plutôt dire les petits-fils, parce que si on réfère aux fils immédiats, ils sont connus dans l'histoire littéraire. Il y a eu Claudel qui l'a continué, il y a eu Saint John Perse, il y a eu Artaud qui a le mieux s'incarner, puis il y a eu Char. Je crois que c'est les 4 post-rimbaldiens dans l'écriture. Breton, non? Comment? Breton. Je pense pas, non. Les poèmes en prose. Non, mais il s'en réclamait, enfin. Ah oui, mais beaucoup se réclamaient de lui. Non, mais vous savez bien qu'il est trop pompeux pour Rimbaud. Rimbaud, c'est le texte qu'a lu Prigent. Non, Breton, je crois qu'il était trop pompeux pour se réclamer de Rimbaud. Dans l'écriture même, je parle. Hein, je ne parle pas de l'influence. Sans ça, c'est un des grands admirateurs et des défenseur de Rimbaud, oui, bien sûr. Et en politique, on pourrait chercher aussi. Non, mais je ne vais pas citer Sarkozy. Hein. Je vais citer Che Guevara, par exemple. Il a peut-être été marqué. Il faudrait lui demander si on pouvait, s'il a lu Rimbaud, s'il a été très marqué par lui. Donc, la postérité de Rimbaud, elle est tout ailleurs que dans la littérature merdique actuelle. Je ne parle pas de Michon et de Prigent. Non, mais eux, ils ont gardé la leçon de Rimbaud, c'est ça l'important. On ne peut plus écrire comme lui après lui, mais on peut garder sa leçon puis de vigueur, d'énergie, puis d'incroyance à la littérature. Récemment, je suis tombé sur un chanteur moderne, là, édité aux éditions Cahiers des Rails de Chartres. Il s'appelle Saul Williams. Et lui, il est très rimbaldien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont peut-être dans la musique les petits-fils de Rimbaud. Voilà mon humble contribution à votre soirée. Non, mais non, je n'avais pas pensé à Pasolini. Effectivement, bien sûr, Pasolini.
Pasolini et Artaud sont les deux grandes postures sacrificielles poétiques du siècle, après Rimbaud, dans le modèle vécu de Rimbaud. Fassbinder aussi, je pense. Peut-être Fassbinder, et beaucoup de rockers. Parce que finalement, même la position de rocker, la posture de rocker, qu'est-ce qui fonde le rocker? C'est la rébellion littéralisée, après tout, puisqu'il y a des textes et des musiques, sociales et ontologiques. Enfin, cette rébellion-là, cette posture-là, avec en plus la nécessité de commencer jeune, d'être jeune dans cette position, est rimbaldienne. On peut dire que effectivement tout le rock est dans la descendance de Rimbaud. Et je pensais aussi au niveau de l'icône, il est vrai que Che Guevara, Che et Rimbaud sont les deux icônes. La photo de Carja et la photo de je ne sais plus qui. Avec le béret. Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Ces deux photos jouent exactement le même rôle. Quoique Che Guevara était plus vieux quand cette photo a été prise que Rimbaud. Il avait bien 30 ans, sans doute. Il a fait penser à la photo de Pignon aussi, qui était sur les murs. C'est très vrai ce que vous dites. Oui. C'est deux icônes. C'est sans doute faux, mais je viens de penser à Genet, par exemple. Genet, ce qui n'a pas été marqué beaucoup par Rimbaud. Genet est beaucoup plus comédien que Pasolini ou Artaud. Il est beaucoup plus rusé. Il est beaucoup plus... Genet... Mais c'est quand même en révolté. Oui. Est-ce que je peux revenir une seconde sur le livre sur le livre de Pierre Michon que j'avais lu quand il est paru et que j'ai relu avec vraiment sidération et Rimbaud le fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rimbaud est le fils de sa mère, évidemment, il est le fils de sa langue, et le fils de personne. Et ça veut dire aussi, là, tout à l'heure, Pierre Michon disait ça, et que Rimbaud voulait ingérer sa mère. Enfin, c'est pas le seul, le premier ni le dernier, mais Pierre Michon a voulu ingérer Rimbaud. C'est ça qui est très très fort. Et que Rimbaud, le fils, est le fils de Pierre Michon, et le fils de Michon. Et il y a deux scènes que je trouve très obsédantes, extraordinaires, dans le livre. Vous évoquiez Carja, le photographe. Je ne me souvenais pas que ça revenait 3 fois ou 4 fois comme ça, la séance de photos avec le photographe encagoulé qui vient du passé saisir le vivant pour le projeter vers le futur, qui est la démarche aussi évidemment du biographe, mais pas seulement du biographe. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet homme encagoulé, quoi, cette espèce de fantôme qui vient chez les fantômes comme un chaman chercher le mort pour le ramener parmi les vivants, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet homme encagoulé, si ce n'est un bourreau aussi, il y a cette vision-là, quoi. Il y a ça qui m'a paru, qui m'avait pas frappé aussi fortement la première fois. Et puis il y a la scène d'amour entre Verlaine et Rimbaud, comme ça. Cette chose, comme vous dites, qui ressemble à ce que tout le monde a pu entre deux êtres, ce qui se passe entre deux êtres et qui ne ressemble à rien d'autre. Et on sent que vous êtes là, que vous voudriez être là, qu'il y a quelque chose qui est transmis et de l'intransmissible, de l'irreprésentable. Et je trouve que là, il y a une force, il y a une violence et qui a résonné en moi au moment où vous disiez que Rimbaud voulait ingérer sa mère, quoi. Et donc ce geste d'écriture, ce geste d'écrivain, évidemment, sans jamais citer, je sais pas, il n'y a pas de citation, il n'y a jamais de citation directe des textes de Rimbaud, des poèmes, jamais. Et pourtant, on a l'impression, on essaye de saisir quelque chose, d'attraper quelque chose qui est là, qui est encore brûlant et qui a disparu. Je voudrais dire un mot à propos de la scène amoureuse entre Verlaine et Rimbaud. Prigent, tout à l'heure, parle de cette histoire du monde avec un tutu. Ça me commençait à faire danser le monde, qui faisait danser le monde en tutu, enfin le poète ancien. Je me dis, moi, quand même, je fais danser le monde en tutu, parce que dans ce morceau-là, je ne parle jamais du trou, comme ferait Prigent, du cul. Je dis,
l'œillet violet. À chaque fois, il y a la censure poétique, si on peut dire. Prigent est un type très aride et très... Oui, mais très non, il prononce le vrai mot trou. Hein. Oui. Si, il me semble qu'il a prononcé le mot trou plusieurs fois là. Ah oui, si. Ah oui, bon. Peut-être, Jérôme, on peut parler de cette autre postérité qui, elle, n'est pas du côté du rock, mais qui est celle d'Artaud. Est-ce que quand tu as fait ce film sur Artaud, est-ce que c'était comme ça que tu le voyais, comme un ultime avatar de cette position rimbaldienne? Enfin, oui et non, enfin, avec Gérard Mordia, puisqu'on a fait ce film ensemble et cette longue aventure ensemble, c'était l'envie d'arracher Artaud à un discours universitaire, un discours savant, et de s'approcher d'un moment de la vie d'Artaud totalement, enfin, que moi je n'avais jamais envisagé vraiment très sérieusement, qui était ce moment unique où Artaud sort des asiles, et sort précisément de l'asile de Rodez et revient à Paris durant un séjour qui va durer 2 ans, puis il va mourir. Et les photos qu'on a de cette période-là, de la vie d'Artaud, sont des photos souvent, enfin, les magnifiques photos de Denis Colomb donnent l'impression que c'est un revenant, que c'est un rescapé des camps qui est là, que c'est un homme détruit par la maladie et par la souffrance, par la folie. Et puis quand on se met à lire Jacques Prevel, qui a été son chroniqueur, une sorte de deuxième Rimbaud, hein, qui l'a suivi presque quotidiennement et qui écrivait ce qui se passait entre eux. Quand on retrouve ceux qui l'ont connu à cette époque-là, qui avaient 20 ans, 30 ans au grand maximum, c'est un tout autre personnage qui apparaît. Donc c'est à la fois un homme qui était, comme disait Henri Thomas, passé au langage, qui est complètement un homme poète, enfin, et en même temps un homme dont tous les témoins, les amis disaient la même chose, c'est-à-dire qu'il était extrêmement généreux, qu'il marchait très vite, qu'il s'intéressait à tout, enfin, pas du tout l'image du poète cadavérisé dont on peut avoir l'impression facilement en regardant ces images, ces photos du retour de l'asile, comme si la grande période créatrice d'Artaud avait été finie avant la guerre. La période de la fin est une période extrêmement créatrice, enfin, pour les textes, mais aussi les dessins, les émissions radiophoniques. Enfin, il y a une pulsion, il y a une énergie absolument extraordinaire, qui aussi est dû au fait que cet homme n'est pas si vieux que ça. Enfin, il a à peine 50 ans, de même que Verlaine mourra ayant à peine dépassé 50 ans. Enfin, et que il y a une fougue, il y a une intensité et une jeunesse galvanisée par. Il y a un côté électrique, enfin, chez Artaud. Et donc, enfin, c'est un peu enfin, on peut faire le parallèle. Moi, ça me stimule pas beaucoup, mais on peut faire un parallèle avec Rimbaud, mais c'est un Rimbaud qui continue à créer, qui continue à produire, un Rimbaud qui serait mort à l'âge de Verlaine. Enfin, ça change beaucoup la vision qu'on peut avoir de ce personnage, sans aller jusqu'à la fantaisie qu'avait imaginé il y a quelques années Dominique Noguès dans un petit texte qui s'appelait Les Trois Rimbaud, où il imaginait que Rimbaud ne mourrait pas à l'époque où il est mort, mais mourrait bien plus tard, devenait poète claudélien, était reçu à l'Académie française, etc., etc. Enfin, on peut imaginer ce genre de choses. Mais dans le cas d'Artaud, c'est un Rimbaud qui aurait tourné autrement. Enfin, je peux dire un mot. Attends, oui. Je peux. Oui. Excusez-moi. Vous dites il continue, Artaud. Je ne suis pas sûr, parce que l'œuvre d'Artaud, dans le temps, est fulgurante comme celle de Rimbaud. L'œuvre d'Artaud, proprement dite, commence à Rodez. Avant, c'est quand même des choses beaucoup plus faibles.
Enfin, beaucoup plus Oui. faible. Oui, on peut le dire comme ça. Non, Oui, n'exagérons on peut le dire comme ça. pas. Le mais- théâtre mais et son double, c'est avant, très faible. Avant, mais- c'est Oui. les Saint-Cyr, c'est Oui. le Pesner, c'est des Oui. choses qui me semblent assez... Oui. Ça n'est pas Artaud. Ça n'est pas Oui. Artaud. Le Artaud qu'on connaît commence dans les lettres de Rodez. C'est l'Héliogabale, c'est le Van Gogh, c'est les poèmes de la fin, c'est Pour en finir avec le jugement de Dieu, pour en finir avec le jugement de Artaud Dieu, le Momo, Artaud oui. le Momo, Oui. les nouvelles révélations de lettres. C'est Oui. ça le vrai Rimbaud. Oui. Et dans le temps, ça doit tenir entre 42 et 47. Non. Oui, enfin, il y a, là, ça dit qu'il y a plusieurs Artaud. Parce que le premier Artaud est un Artaud empêché, c'est pas du tout ça n'est pas du tout ce type, cette voix du trépied, Enfin, cette voix oui. de Pitti qu'on Oui. entend après Rodez. Enfin, l'empêchement de l'ombilic des limbes donne quand même un texte extraordinaire. Oui. L'empêchement, c'est Rivière. C'est Rivière qui ne veut pas l'accueillir et qui Oui. dit qu'il Oui. n'y a pas assez de forme. Oui. Donc il ne peut pas Oui, s'exprimer autant qu'il Oui. va le faire après, Oui. quand il va être délivré. Mais pour reprendre le mot d'Henri Thomas, hein, c'est vraiment, il y a un moment où Artaud passe au langage. Et Oui. donc il y a un moment, voilà, c'est ça la vraie On va rupture. peut-être regarder un tout petit moment de ce film d'entretien où on voit d'ailleurs Henri Thomas et Pichette qui parlent d'Artaud. Vision latérale, recommandée par Julien Gras qui a ces débats. Profil bas. Il ne pouvait pas ne pas donner d'énergie. Vous savez, c'était un peu la phrase de Blake, énergie est éternel délice. Mais énergie voulait dire langage chez lui. Invention d'un langage. De même qu'à l'invention de la peinture chez Van Gogh, qu'il appelait le suicidé de la société. Moi, je vois un grand blasphémateur. Mais moi, j'ai dit, il blasphème en IME. Parce qu'il parle à quelqu'un. Attention, c'est pas du tout un négateur. Pas du tout. C'est quelqu'un qui s'en prend aux valeurs et aux hommes religieux, qui sont représentants d'un Dieu qui est insupportable, ou qui a loupé sa création, et qui est Dieu-diable, qui commence par la même lettre. Il y a ça. Mais quel formidable témoin. C'est-à-dire que c'est un de ces témoins que tous les saints auront tous les types vraiment religieux ont pour Nietzsche, pour Hölderlin, pour ces grands fous, beaucoup de considération. Ce sont des types qui payent pour ceux qui osent encore philosopher en face de la grande question. Lui ne philosophe pas, il s'en prend. D'ailleurs, à Rodez, il communiait, puis après il dit « Non, j'ai pris l'hostie, mais je vais déféquer ce Dieu, ce fils de pute !» C'était terrible. Et là, tout d'un coup, il allait au confessionnal, il en écoutait vraiment. Ah non, il y a de quoi perdre, en effet, quand on voit la souffrance des hommes et leur part. Ah non, pour moi, Artaud, c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un et qui est un témoin. Il s'en prend, au moins à quelqu'un, au moins. Il dit, tu es un monstre. Je suppose que pour lui, Dieu était un ennemi capital, c'est-à-dire qu'il existait. Il était devenu son ennemi capital parce qu'il le faisait souffrir. Comment s'en défendait-il ? Comment ? Il était poétique avant tout. Il justifiait tout à fait la parole de Novalis. L'homme existe poétiquement sur cette terre. Mais lui existait vraiment comme ça. Je ne sais pas, Jude, Stéphane, si vous seriez d'accord. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cette idée que Artaud existait poétiquement. Je crois que vous n'aimez pas beaucoup cette idée d'existence poétique. C'est le philosophe allemand Heidegger qui croit qu'on existe
poétiquement, c'est ça? Non, je crois qu'on existe animalesquement, donc Artaud aussi. Il n'a pas existé poétiquement, il a écrit, comme l'a dit quelqu'un. Comment vous avez dit en citant Thomas? Il était passé au langage. Il est passé au langage, c'est ça. Il a quitté la forme à laquelle on l'obligeait du temps de la NRF. Mais l'obilique des limbes, ça le présage quand même déjà, hein, je pense. C'est pas inouï de trouver que le futur Artaud, il est déjà dans les limbes là, de la jeunesse. Mais c'est très loin d'Héliogabal, évidemment. C'est un écrivain raté en tant que faux écrivain qu'il aurait pu rester s'il avait obéi aux règles de Paulan et de Rivière. C'est le seul qui est allé très très loin des autres. Par exemple, les 3 autres que j'ai cités, comme la filiation de Rimbaud, là, ils sont restés littérateurs. Claudel, Saint-John-Perse, même très bellement, ou même Char qui a épuisé l'aphorisme rimbaldien. Donc c'est un cas complètement unique, je pense, hein, dans la littérature. C'est ça que vous vouliez demander? Notamment, oui. Un poète raté, oui, c'est ça. Oui. Un poète raté, Jérôme. un metteur en scène raté. Un poète raté, un metteur en scène raté, puisqu'il a, il y a eu les Sensi comme mise en scène, oui. Un acteur raté, et en même temps... C'était peut-être beau, les Tchenchi. Hein, oui. Non, c'était peut-être beau, mais il y a eu, je ne sais plus, 3 ou 4 représentations. Et donc, enfin, ce que Henri Thomas veut dire, même s'il parle de lui en même temps, Henri Thomas était un homme poétique, hein, même si c'était... ça ne l'empêchait pas d'être un homme animal, hein, mais peut-être que c'est une façon de parler de lui. Mais, il était très naïf, hein, Henri Thomas. Donc poète, dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'a pas fait de film lui-même, Artaud? La coquille et le clair. Non, il a voulu, oui, non, et c'était un cinéaste empêché, puisque c'est une cinéaste surréaliste, Germaine Dulac, qui a fait ce film. Lui ne l'a pas fait, quoi. La grande période créatrice où il est Artaud, oui, effectivement, dans ce sens-là, c'est celle de la fin, c'est celle d'après Rodez, ou de Rodez jusqu'à la fin, avec la radio, avec les textes que vous citiez, etc. Oui, c'est vrai, mais avec toute cette préparation en même temps, toute cette intensité accumulée, c'est très curieux, oui. Comme si l'échec a fait précéder le... Oui. Enfin, la réussite, le mot est tout à fait... réussite, on ne peut pas dire un poète raté, ni littérairement, bien entendu, c'est très réussi. Oui. Mais quand il rentre de Rodez, quand il est à Ivry, c'est la coqueluche des intellectuels parisiens. Ils font des soirées pour des ventes pour Artaud. Ils le mettent en scène pour en finir avec le jugement de Dieu. Là, c'est ça. Oui, il y a plein de monde. Évidemment, il s'effondre, mais il cabotine l'effondrement. J'ai l'impression, Artaud, à la fin. Il n'est pas seulement. Il surjoue son rôle. Il surjoue son rôle et ça lui donne ce côté oratoire extraordinaire aussi de sa poésie de l'époque. Ce que disait tout à l'heure Thomas, qui illustre l'énergie, la phrase de Blake, énergie est éternel délice, c'est le cas, le souffle. Si ça ne s'arrête pas, je souffle. Tout puissant, une sorte de posture divine. Il y a un très beau morceau de votre film qui n'est pas là, c'est quand Thomas a reçu par télégramme, il le raconte Thomas dans un autre moment de ce film, il a reçu par télégramme la nouvelle de la mort d'Artaud. Et il habitait Londres à l'époque. Et il arrive chez lui, il dit tiens, il y a un télégramme, et puis tout à coup, quand il s'approche de la boîte aux lettres, le télégramme sort un peu. Et Thomas dit c'était le vieil Artaud qui soufflait. Non, mais sur la maîtrise, il y a, je sais pas si je pense pas qu'on voit ce moment. Il y a eu la fameuse séance du Vieux Colombier, pas l'émission de radio, parce que là, il était oui, seul, mais enfin, ce que raconte, par exemple, le
le producteur de l'ARTF de l'époque, c'est que Artaud était arrivé, avait dit son texte, s'était livré à ce qu'il appelait ses imprécations, ensuite avait tout replié comme si de rien n'était. Mais la fameuse séance du Vieux Colombier qui a réuni tout Paris et pendant laquelle Artaud était seul en scène et qui tourne mal, donne lieu à des récits totalement contradictoires. Enfin, selon ceux qui y ont assisté, ça a été un échec épouvantable ou au contraire une manière pour Artaud de reprendre la main, de reprendre le pouvoir. Et il y a notamment, je ne sais plus, je crois que c'est André Merde-Geoffroy, qui raconte qu'à un moment donné, il a été interrompu, Artaud, par un monsieur qui ricanait dans la salle, qui se moquait de lui. Et Artaud s'est arrêté, comme quelqu'un qui est dégrisé au bord du vide. Hein. Il s'est arrêté, il lui a dit « Monsieur, qui vous demande des conseils, vous pouvez partir si vous voulez. » Le type est parti et il a repris la lecture, si l'on peut appeler ça une lecture d'Artaud le Momo. Enfin, donc il y a ce double jeu en permanence chez Artaud. Et Gide avait parfaitement compris ce qui se passait ce soir-là. Pour raconter. Non, que c'était un écrivain sacrificiel qui était là devant lui, devant de faux littérateurs. On regarde un autre petit morceau peut-être qui est la fin, de votre film à Gérard Mordillat et à toi, où c'est le chapitre qui s'appelle L'envoûtement. Hein, et où Paul Thévenin parle au fond de la souffrance. Je ne me pose pas de questions. Simplement, je ne me pose pas de questions, ça s'est fait comme ça. Et bon, c'est comme si vous demandiez à une rivière pourquoi elle passe par là au lieu d'aller ailleurs. Il se trouve que ça s'est passé comme ça. J'étais disponible. Et puis j'y croyais. Je croyais à l'âme d'Artaud. Vraiment, je croyais ce qu'il écrivait, je croyais ce qu'il me disait. Du reste, la sœur m'avait invité, pourtant c'était pas encore la vraie guerre, à aller prendre le thé chez elle. Elle m'avait demandé de porter des photos de mon frère, ce que j'ai fait. Et je me posais cette question assez perfide. Madame Thévenin, est-ce que vous croyez aux envoûtements? Alors que dire? Si je disais non, j'étais infidèle à Artaud. Et si je disais oui, j'étais à la fois fidèle et véridique, parce que les envoûtements dans le texte d'Artaud, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui correspond symboliquement à quelque chose d'exact. Il est certain qu'il y a eu sur cet homme une sorte de malheur qui s'est abattu et qui ne vient pas que de lui, qui vient de toute une société. C'est vrai. Bon, imaginez Artaud avec toutes les idées qu'il avait, le talent qu'il avait, ce qu'il écrivait tout en écrivant qu'il était dans l'impossibilité d'écrire. Quand il est parvenu à la modernité de ce qu'il voyait dans le théâtre et qu'il ne pouvait complètement mettre sur pied, et qu'il a eu ce compromis de Cenci, qui était à la fois la seule chose qu'il pouvait faire pour approcher de ce qu'il appelait le théâtre de la cruauté, et qui n'a été qu'un insuccès commercial, dans un théâtre du reste qui n'était pas fait pour qu'il y ait le succès. Bon, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fît dans la vie? Il ne pouvait pas vivre de ce qu'il écrivait. Il ne pouvait plus supporter de jouer l'acteur pour gagner un peu de sous au cinéma. Il ne pouvait pas faire le théâtre, il ne trouvait pas l'argent pour faire le théâtre tel qu'il le concevait. Alors, il avait qu'une solution, c'était de partir. Ce qu'il a fait, il est allé au Mexique.
il en est revenu avec l'histoire des Tarahumara, qui n'est pas rien, et qui, ce voyage, il a commencé dans la Sierra Tarahumara en août-septembre 1936, et s'est poursuivi jusqu'à la veille de sa mort, puisque le rite du Soleil Noir a été écrit un mois ou 15 jours avant qu'il ne meure. Bon, il pouvait repartir. Bon, il est revenu du Mexique. La même situation s'est reposée. Il était pas tel qu'une société pourrait l'accepter. Ou il aurait fallu qu'il soit très riche, qu'il soit comme Raymond Roussel. Raymond Roussel, bon, ça marchait parce qu'il était très riche. Lui, il n'était pas très riche. Il n'avait pas d'argent. Alors là, il a retrouvé autre chose. Il est parti avec sa canne magique qu'il croyait être de Saint-Patrick pour la ramener aux Irlandais. Et là-bas, ça s'est mal terminé. Bon. Alors, il y a eu la solution qui s'est abattue sur lui, qui a été l'enfermement. Mais cet enfermement, il l'a vécu comme un envoûtement. Donc, les envoûtements existent. Je crois que ce qui est dit ici, notamment sur que voulez-vous qu'il fît dans la vie, est-ce que c'est pas quelque chose, au fond, qui peut nous ramener aussi à Rimbaud, à ce départ? Parce qu'il y a chez Artaud, comme chez Rimbaud, cette sortie de la société, du monde, cette rupture avec le milieu, qu'il s'agisse du Mexique ou de l'Irlande d'un côté, et puis chez Rimbaud de cette fameuse disparition, séparation et exil pour aller trafiquer dans l'inconnu, comme il dit. Oui. Oui. C'est-à-dire, il n'a jamais quitté le monde littéraire, Artaud. Quand il est parti au Mexique, il écrivait tout le temps. Il écrivait aussi pour avoir de l'argent. Mais enfin, il écrivait à Poulenc, il écrivait à Jouvet, il écrivait au monde littéraire et théâtral de l'époque. Il leur écrivait, bon, pour leur tirer un peu d'argent, mais pour leur raconter aussi comment ça se passait au Mexique. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que ça commençait à Rodez, la grande œuvre, non, ça commence au Mexique, bien sûr. C'est la rupture du Mexique avec le peyote et tout qui donne... C'est ce détour par une sorte de paganisme, par une sorte de bon, le fait qu'il ait Dieu pour ennemi, non, c'est le Dieu du monothéisme qu'il a pour ennemi. Je ne sais plus, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Oui, non. Ce que je voulais dire, c'est aussi, quand même, qu'au Mexique, avant tout ça, Artaud n'est pas une légende. À partir du Mexique, ça devient une sorte de geste, la vie d'Artaud. Il y a le Mexique, le retour, apporter la canne de Saint-Patrick qui porte les 9 nœuds de la foudre, ou je ne sais plus, les 3 hameçons et les 9 nœuds de la foudre. Il veut la rendre aux Irlandais à Dublin. À Dublin, il y a une rixe. On ne sait pas pourquoi. Je crois qu'on ne sait pas pourquoi il y a eu cette rixe. On le met dans un bateau pour l'envoyer en France chez les fous, en camisole de force. Il arrive, c'est la guerre, c'est la débâcle ou je ne sais pas quoi, et donc il est jeté à Rodez. Et il croyait ensuite fermement que c'était Breton qui avait empêché qu'on le tue à Dublin. Et la première fois qu'il a revu Breton, après, il a dit « Merci, cher Breton, merci, merci !» Il croyait vraiment que Breton l'avait sauvé de on ne sait quoi. Alors Breton était un peu gêné. Mais là commence vraiment quelque chose de...
il y a une grande... c'est pas seulement une mythologie, il y a une geste littéraire véritable d'Artaud. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Parce que souvent, c'est des gestes, c'est des dégringolades. On parlait de Kerouac tout à l'heure. C'est Kerouac, tout à coup, à 35 ans, rouge comme une betterave, et balbutiant chez Ginsberg, avec 4 litres de whisky derrière lui, et mourant très vite. Bon, ou c'est Verlaine, c'est pas une geste non plus, c'est pareil, c'est la dégringolade. Alors que là, dans Artaud, il y a un roman d'aventure, il y a une sorte de... Mais est-ce qu'il n'a pas ça en commun, justement, aussi avec Rimbaud, le il a côté ça en roman commun avec d'aventure? Rimbaud. Oui, c'est ça. Mais c'est encore beaucoup plus... c'est une geste beaucoup plus épique que celle de Rimbaud. Parce que Rimbaud, après, c'est le commerce, c'est la gestion des choses. Vous voulez dire il y a une incarnation, c'est ça, chez Artaud, oui. Oui. Qui n'a plus eu lieu chez Rimbaud. Non. Et puis Rimbaud décide. Artaud, à un moment donné, en 1938, ne décide plus. Oui. Il est interné. Et s'il y a légende, s'il y a geste, c'est parce qu'il en sort aussi, parce il aurait fini ses jours à Rodez. Je ne suis pas sûr que la légende d'Artaud serait aussi forte. Enfin, il y a ces 2 années très, très puissantes. Christian, Préjean? En écoutant ce qui se dit, là, je me dis, il y a quand même quelque chose d'un peu faux, je trouve, et puis d'un peu inquiétant aussi dans la proportion qu'on a tous les uns les autres. Je me mets dans cet ensemble à mythologiser ses œuvres et ses personnes. Pas Rimbaud, Artaud, oui, mais pas Rimbaud. Si l'icône Rimbaud telle qu'elle se peint sur les murs de nos villes, voilà, les Rimbaud carte postale, Rimbaud comme figure de la jeunesse rebelle venant se substituer à la lecture des textes de Rimbaud, parce que la figure, l'icône de Rimbaud comme figure de cette jeunesse rebelle ne coïncide absolument pas avec une possibilité de lecture différenciée de ce qu'est le texte de Rimbaud. Bon, c'est pas parce que cette icône s'affiche, se dessine, fascine, commercialement se joue, que s'ensuit une autre lecture que celle scolaire des premiers poèmes et, dans le meilleur des cas, de quelques fragments de la saison. Voilà, ça pour Rimbaud. Je ne vois pas, du point de vue d'un écrivain, du point de vue de ce qui nous occupe, autrement dit, ce qu'il y a à mythologiser du destin de Rimbaud. Quand Rimbaud, sur une décision ferme, tranchante, décide que ce qu'il a écrit avant, c'est des rinsures et que ça va comme ça, et puis choisit le voyage, le harar, le commerce, le trafic, c'est-à-dire accomplit son programme, être absolument moderne. Être absolument moderne, c'est-à-dire renoncer à cette vieillerie qui est la chose littéraire et la préoccupation esthétique, pour sacrifier au dieu moderne, à savoir le commerce, l'argent, le trafic de ceci et de cela, les mathématiques. Je passe le bac, j'écris à ma maman pour qu'elle m'envoie des manuels scolaires de façon à ce que je puisse passer le bac. Enfin, c'est Rimbaud comme ça, c'est comme ça Rimbaud de la deuxième période. Oui. Je ne vois rien là de fascinant. Je trouve ça très hygiénique de la part de celui qui l'a fait, mais ce qui nous intéresse, nous, une fois cette chose connue, c'est l'énormité somptueuse et énigmatique des illuminations de l'œuvre. Ça reste comme un bloc insécable et ça nous dit quelque chose de définitivement radieux et opaque des rapports que les êtres humains entretiennent avec le langage tel qu'il leur montre et le cache en même temps le monde. Voilà. Mais ça, il n'y a pas à l'idolâtrer, à en faire une figure, à en faire une icône. Parce que, encore une fois, je crois que cette idolâtrie-là et cette production d'icônes-là est précisément ce qui empêche la lecture du texte. Voilà. Alors, quant à Artaud, bon, c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas refaire toute cette histoire. Mais je crois que c'est un peu la même chose. La mythification de la figure sulfureuse et donc romantisée, en fait, de l'Artaud comme emblème de l'excès, avec comme conséquence, d'ailleurs, cette idée quand même extrêmement inquiétante qui voudrait que l'exposé de la démence... on dirait le dernier mot de l'opération littéraire. Je ne trouve pas ça juste. Et en plus, je trouve que ça peut entraîner dans une position disciplinaire vers des choses assez inquiétantes. Non seulement ça peut, mais ça a.
Non seulement ça peut ça. Or, si on écoute Artaud d'un bout à l'autre de son œuvre, d'un bout à l'autre, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Pierre, sur la définition d'une date à partir de laquelle Artaud commencerait. Parce que si on s'accorde sur le fait, et peut-être qu'on peut s'accorder sur ce fait qu'Artaud cherche la vérité, il ne cherche pas autre chose que la vérité. On ne va pas mettre un trop gros V majuscule à ce... Il est comme Christian Prigent. Non, mais là, si. Le texte que je vous ai lu est en décalage par rapport à ça. Ceci, j'accepterais cette formule, mais bon, c'est pas de moi qu'il est question. Mais bon, Artaud a une préoccupation de vérité, c'est-à-dire il a une démarche qui est de la connaissance. Alors, connaissance de l'énigme, de ce qui se passe en lui dans son rapport avec la langue, et dans le rapport et connaissance de l'énigme qu'est le débat en lui entre la langue et le monde, et le corps, par exemple. Voilà. Bon. C'est pourquoi le geste inaugural d'Artaud, et d'une certaine manière, Rivière avait raison, hein, c'est ce qu'il nous propose comme effort de connaissance de soi et de l'énigme qu'est son rapport au langage et au corps, comme je le disais, dans les fameuses lettres dont Rivière décide que c'est cela qui sera publié. Bon, voilà. Et tout le reste, tout le mouvement d'Artaud ensuite, quand il écrit sur le Viotte, quand il écrit les Tarahumaras, quand il creuse au-dedans de lui la langue, comme il dit, qui lui vient par la douleur, c'est pas pour produire de beaux objets, c'est pas pour habiter poétiquement le monde, surtout si on met derrière cette formule toutes les connotations d'esthétisation, voire de substrat métaphysique qu'elles peuvent supposer et qu'elles effectivement supposent dans la tradition philosophique qui porte ces formules-là. Bon, si on met ça de côté, le projet d'Artaud n'est pas ça, n'est pas cette habitation poétique du monde. Le projet d'Artaud est un effort de lucidité quant à son propre cas et de production de la langue qui sera la langue de la vérité quant à la définition de ce cas, bon, qui sera la langue par laquelle il accède à la connaissance de sa propre souffrance. Voilà. Bon, alors, là on n'est pas dans quelque chose de mythifiable. Quand l'intelligentsia parisienne accueille Artaud au retour de Rodez, bon, elle organise ses soirées, etc. Mais d'abord, c'est pas par rapport à l'écrivain Artaud, c'est pour sauver la vie à l'être Artaud, c'est-à-dire pour qu'il ait de l'argent. Hein, bon, et deuxièmement, il fait ce que fait un demi-monde culturel à toutes les époques, ce qu'il fait de nos jours. Hein, elle observe son monstre. Elle observe son monstre et elle met en scène son monstre. Bon. Mais Artaud n'est pas lui-même la mise en scène de son propre monstre. Quand Artaud fait la fameuse émission du Jugement de Dieu, bon, il est dans une lucidité méthodique parfaite au regard des effets qu'il produit. Et il est dans la distanciation possible par rapport à ses imprécations, dit la personne qui travaille pour lui à la radio. Bon, imprécations, oui, mais à ces imprécations-là, Artaud ne s'identifie pas. Il met en scène son imprécation. Il est dans l'œuvre d'art, autrement dit. Non, icône, c'était un mauvais mot, mais vous savez très bien que quand même, Che Guevara ou Rimbaud, c'est devenu, entre guillemets, des mythes, qu'on veuille ou non, vu d'une certaine mondanité. Ils passent pour des héros de dictionnaire ou de littérature, il n'y a rien à faire. Il y a cette vérité-là quand même. Christian Prigent nous ramène à la vérité. Oui, mais il a tout à fait raison. Mais... Je suis tout à fait d'accord. C'est notre Jiminy Cricket. Nous sommes des menteurs. Enfin, moi, en tout cas, oui, parce que effectivement, ce qui m'intéresse dans Artaud, c'est le mélange d'admiration forcenée, de fou rire qu'il déchaîne en moi. Excusez-moi. Il y a un fou rire. J'ai un fou rire pour Artaud. Quand Artaud dit il faut que toute la quantité disponible d'opium à Paris appartienne à Antonin Artaud pour qu'il écrive son œuvre. Pas rigoler, et en même temps dire quel éclat, quel cabotinage, c'est ça que j'entends par mythe littéraire. C'est simplement cette espèce de jouissance du dire qu'il y a dans Artaud. Voilà. Il y a la recherche de la vérité, mais il y a aussi une jouissance de la profération qui, moi, me parle peut-être plus que la vérité qu'Artaud recherche sur lui-même. Voilà. Et puis il y a un humour. Quand Artaud parle du théâtre des Balinais, par exemple, alors c'est dans le théâtre sans double, c'est quelque chose de très très sérieux. Hein. C'est quand même un travail pour essayer de trouver dans un théâtre français un peu dont il pense qu'il est un peu moribond. Je ne sais pas s'il l'est, mais enfin lui il pense un peu ça, des formules nouvelles. Donc c'est bon. Mais il dit quand même des Balinais dont il propose comme modèle que c'est une métaphysique de tomate, par exemple. Voilà. Et tout d'un coup, au détour du plus apparemment expressionniste,
exalté, cruel, enfin bon, c'est des mots d'Artaud tout ça, une retombée comme ça au détour d'un vers, un élément glossolalique par exemple. On a beaucoup fantasmé sur les glossolalies d'Artaud, mais les glossolalies d'Artaud souvent c'est des boum boum avec l'humour qui est derrière cette production de boum boum, qui est aussi une façon de désamorcer la bombe expressionniste que pourraient être les segments quasi ontologiques, enfin d'expression de souffrance ontologique qui précèdent, dont on pense qu'ils sont de l'ordre de l'expression d'une souffrance ontologique. Voilà. Mais c'est un effet de lecture. Jérôme Prieur. Dans le théâtriste en double, puisque vous en parliez, il fait quelque chose qui est surprenant pour quelqu'un, un écrivain des années 30 et tout ça, c'est qu'il met en exergue les Marx Brothers. Donc c'est pas faire preuve d'un manque d'humour. Mais en ce qui concerne la vérité d'Artaud, effectivement, cette image très mythologique est très pénible et très désagréable. Ça me rappelle aussitôt ce qu'écrivait Jacques Prevel, qui a écrit ce journal qui nous permet de suivre un peu pas à pas Antonin Artaud dans la période d'Ivry. Il disait personne ne saura jamais qui il était. Il écrit ça au lendemain de sa mort. Personne ne saura jamais qui il était. Il faut l'avoir connu pour le savoir. Comme si c'était un secret qui était aussitôt perdu. Enfin, qu'il savait d'emblée que le mythe allait le recouvrir. Mais en même temps, si on regarde les choses plus tranquillement, l'intelligentsia à laquelle vous faisiez allusion fait ces 2 soirées au théâtre Sarah Bernard sans Artaud, au Vieux Colombier avec Artaud, quelques ventes à la Galerie Pierre pour subvenir à ses besoins, puisqu'il était sans un sou. Mais en même temps, ceux qui s'occupent de lui, ceux qui sont avec lui tout le temps, c'est une bande de jeunes gens qui sont des va-nu-pieds. C'est Paul Thévenin qui est encore étudiant en médecine, c'est Adamov, c'est Henri Thomas, c'est des gens qui l'ont jamais lu même, enfin qui sont attirés par lui, qui sont accrochés par lui pour des raisons qui n'ont pas forcément à voir avec ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils n'ont pas lu. Donc je trouve ça très, très, très troublant quant à cette espèce d'image grandiloquente qui a infecté la vision et la lecture de l'œuvre d'Artaud. J'insiste beaucoup sur ce côté vivant, vital, quoi. Même si dans cette vitalité, il y a de la pose, il y a de la mise en scène, il y a chez Artaud, il y a qu'à le voir dans les films dans lesquels il a tourné dans les années 30. Il y a un acteur assez pénible d'ailleurs. Enfin, il est les meilleurs de ses rôles. Enfin, non, mais pour dire les choses sans piété, ses plus beaux rôles sont les rôles muets. Enfin, il n'a pas eu de chance avec certains metteurs en scène, mais ses plus beaux rôles, c'est Dreyer, c'est Abel Gance, c'est en jeune premier du cinéma muet. Quand il parle, c'est grandiloquent, c'est déclamatoire. Enfin, il est quelqu'un de son temps, et c'est ça qui est très troublant, qui est très fort. C'est comment il est aussi quelqu'un fortement de son temps, avec ce goût du vouvoiement, de la cravate. On ne dit pas Antonin Artaud, on ne dit pas Artaud, on dit Monsieur Artaud. Enfin, les choses que tous ceux qui l'ont connu n'arrêtent pas de dire ou n'arrêtaient pas de dire. Et puis en même temps, quelqu'un qui est au-delà de son époque, enfin, qui est, j'aime pas trop le mot moderne, mais enfin, qui est au-delà des années, de la fin des années 40. Donc là, on retrouve quelque chose, enfin, pour en revenir à Pierre Michon, qui est de l'ordre des 2 corps du roi aussi. C'est-à-dire que il y a chez lui, enfin chez Rimbaud, chez Artaud, il y a ce corps légendaire, et puis il y a ce corps, un corps glorieux, un corps éternel, et puis en même temps, il y a un corps souffrant, un corps animal. Et je pense qu'on a fortement ces 2 choses dans la vision qu'on doit avoir d'Antonin Artaud aujourd'hui. On peut poser le problème aussi autrement, c'est l'admiration. Les gens, disons, communs, quelconques, ils sont obligés d'admirer Artaud ou Rimbaud. C'est comme ça que commence le mythe. Bon, bien sûr. Il ne faut pas oublier ça. On est obligé d'admirer. Donc si j'admire quelqu'un, j'en fais quoi ? Une idole, une icône, comme vous voulez, un mythe, j'en fais Rimbaud ou Artaud par rapport au dénominateur commun que nous sommes tous. Pas Michon, mais nous.
Moi, j'ai une dernière question à Pierre Michon qui me taraude depuis 1991. Il avait attaqué, mais personne ne le dit, méchamment Rimbaud dans son livre. Et vous aviez parlé de l'idéologie juvéniliste. De l'idéologie juvéniliste. Juvéniliste, c'est vrai. Et vous avez même fait tout un papier dans je ne sais plus quel livre, je ne sais plus, qui était une offense. Non, une folie de bois vert. Je regarde dans la table des matières, je vois Pierre Michon, je dis au poil, Gilles Stéphane parle de moi, j'achète tout de suite le bouquin, et jamais il parle de moi dans ce truc. Il dit simplement, Michon dit que, Rimbaud, c'est l'idéologie juvéniliste. Mais y a-t-il d'autres idéaux au monde que d'être jeune, etc. On était bien d'accord. Non, c'est que j'avais fait pour le bulletin des... Ah oui, c'est ça. Oui. Comment ça s'appelle Vous aviez bâclé une préface. Non. J'avais bâclé dans le bulletin de chez Gallimard. Oui, dans le bulletin de chez Gallimard, j'avais dit... c'était un truc d'humeur. Peut-être que dans la journée, quelque chose de juvéniliste m'avait énervé. Peut-être, je ne sais pas. Et j'avais écrit, oui, Rimbaud n'est pas seulement cette espèce de jeune superlatif qu'on en fait, un peu scrognonieux. C'était un peu scrognonieux. Voilà. Et Gilles Stéphane était très fâché. Dans la gorge. Il va de soi que s'il y a une qualité rimbaldienne, c'est la jeunesse, justement. Mm-hmm. Ah oui, c'est une valeur perdurable, quoi. Une valeur qu'on ne peut pas critiquer d'une jeunesse rebelle. Si on n'est pas rebelle jeune, on va être fonctionnaire. Donc c'est une mise au point entre Michon et moi. Eh bien, les voilà réconciliés. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, ou continuer à... On ne donne pas la parole à la salle. Si vous souhaitez leur poser des questions, il y a un petit pot qui attend à la sortie. Et voilà, vous pourrez... Ah. Je voudrais dire juste quelque chose, parce que peut-être que parmi vous... on a parlé de Jacques Prevel tout à l'heure. Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas à quoi on fait allusion, je ne sais pas. Jacques Prevel est quelqu'un qui est un jeune poète qui est mort jeune, très jeune, malheureux, misérable, qui a écrit en compagnie d'Antonin Artaud. C'était son modèle et son maître, puisqu'il s'est fait son serviteur pendant les dernières années. C'est une sorte de Deckermann par rapport à Goethe ou de Racan par rapport à Malherbe, mais tout à fait arabe et pâquerette, tout à fait. Et il faut lire ce bouquin. Et dans il y a ces poèmes, et dans l'édition en DVD des films La véritable histoire d'Artaud Momo et En compagnie d'Antonin Artaud, il y a dans les bonus le film d'entretien qu'avaient fait Jérôme Prieur et Gérard Mordillat sur Prevel, avec les témoins, la femme, la maîtresse, ceux qui ont survécu. Merci à Pierre Michon, merci à Gilles Stéphane, merci à Christian Prigent, merci à Jérôme Prieur, merci à vous. La prochaine séance sera le 12 mars avec une lecture de Pierre Michon dans le musée devant un tableau de Bacon. Donc, vous suivez les indications. Il y aura un rendez-vous qui sera donné dans le forum pour que tout le monde puisse monter en délégation au musée. Bonne fin de soirée.